Bon, eh bien, bienvenue tout le monde. Ce soir, pour cet apéro talk, on est avec Olivier Payès de Aircall. Ça commence bien. C'est écrit là. Euh, on va parler de pas mal de choses, de la société, de ton parcours. Mais l'important, c'est que si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre ou à t'interrompre. Vous êtes là pour ça aussi. C'est pas vraiment une interview, c'est plutôt vous la chance de poser les questions que vous pourriez avoir. Donc je vous invite à faire ça si jamais vous voulez participer. On va commencer assez standard. Est-ce que tu peux nous présenter un peu Aircall ? Ouais. Donc, alors Aircall est une solution SaaS, un software qui se gère complètement sur Internet et qui permet aux entreprises de déployer pratiquement instantanément leur solution de téléphonie. C'est-à-dire que vous connectez à Aircall, vous pouvez le faire directement, c'est en libre service. Vous choisissez les numéros dont vous avez besoin pour votre business. Vous pouvez faire ça en France, au UK, en Angleterre, dans 40 pays dans le monde. Ces numéros marchent instantanément. Vous invitez votre équipe et puis vous reliez les numéros à chacun de vos collaborateurs. Et vous dites, bah, tiens, on va faire du business en Angleterre et 3 d'entre nous vont commencer à recevoir les appels clients ou pouvoir utiliser ce numéro pour appeler des clients en Angleterre. Et une fois que vous avez fait ça, donc c'est extrêmement simple, vous configurez les règles de distribution des appels, on laisse à chaque utilisateur le choix de l'appareil qu'il veut utiliser. On part du principe qu'on n'utilise que des apps. Vous pouvez dire, moi je veux prendre tous mes appels pro sur mon mobile, sur mon Mac, sur mon PC, sur ma tablette, ou sur tout en même temps. Donc c'est extrêmement simple à déployer, ça prend vraiment quelques minutes. D'accord. Et du coup, ça permet aussi d'aider au home office un peu. C'est ça aussi une des caractéristiques. Alors, la caractéristique d'Aircall, en fait, c'est qu'on s'est beaucoup inspiré de ce que vous connaissez probablement, genre Slack, des solutions de collaboration. Donc ça s'applique vraiment pour les équipes, quoi. Si vous êtes tout seul, Oui. ça a une valeur assez limitée. Mais ce qu'on s'est dit aussi, c'est que le concept du bureau, ça n'existe plus, quoi. Il n'y a personne qui vient au bureau et qui dit bah, « moi j'arrive, j'ai mon bureau, je m'assieds », et voilà. Et donc on s'est dit, il faut pouvoir travailler de n'importe où. Et donc je peux m'installer effectivement à la maison. Je suis en remote aujourd'hui, mais j'ai accès à mes numéros. Et donc je lance mon mail, mon Slack, mon Aircall. Et voilà, je suis set et je peux appeler des clients de partout où je suis, quoi. Oui, d'accord, ok, super. Et si, donc là c'est le moment où tu as le droit de te la péter un peu. Si tu dois me dire une chose, c'est ça qui te rend le plus fier de tout ce que Aircall propose, ce serait quoi ? Au niveau du produit alors Au niveau ce que tu veux, du produit, de la boîte et de ton parcours, c'est vraiment s'il y a un truc qui te rend fier dans toute cette aventure, ce serait quoi ? il n'y a aucune hésitation. Le truc dont je suis le plus fier, c'est la team qu'on a. Ouais, c'est un peu enfoncer les portes ouvertes, mais on a une team hallucinante, mais vraiment hallucinante, quoi. On est passé il y a 6 mois, on était 4. Là, on est 15. On va être 30 dans 2-3 mois. Et il y a une cohésion qui est incroyable. Et comme je dis, Ouais. on vient de clore vraiment une très très belle levée. On a fait la fête hier soir jusqu'à 5h du mat. Il y a toute la team. Il n'y a pas un mec qui manquait à danser dans une boîte, etc. Ouais. Et c'est vraiment unique ce qu'on a. Ouais, donc c'est ça qui porte un peu le projet aussi, c'est d'avoir une team. Tout à fait. D'accord. Et du coup, au niveau de la RH, qu'est-ce qui fait que tu es une team comme ça ? Tu penses que c'est un peu de chance ou c'est parce que dans la façon dont vous recrutez, vous avez tendance à recruter des gens que vous connaissez plutôt ou comment ça se passe ? En fait, c'est marrant parce qu'on a eu la discussion cette semaine justement. C'est probablement pas que de la chance, même si on a toujours la chance de trouver les bonnes personnes. Mais en fait, on cherche des gens, on recrute d'abord des gens parce qu'on sent qu'ils vont bien fitter avec la team. Donc évidemment, il faut le niveau technique, etc. Ouais. Mais c'est extrêmement clé de prendre ça. Et donc, dans les entretiens, il y a plusieurs personnes de la team qu'on a, ça reflète un peu notre truc. On leur a dit non, en fait, ça va pas. T'as pas forcément exactement le niveau. Par exemple, je sais pas quoi, en anglais. Et en fait, la personne a dit non, je suis pas d'accord. Moi, je veux rentrer. Je vais tout déchirer. Donc, je n'accepte pas que vous me disiez non. Et on a fait OK. Donc, pour moi, c'est un exemple concret. Hein. On se revoit le lendemain. On se revoit demain à la même heure. Donnez-moi une demi-heure. On fait l'entretien en anglais. Et le lendemain, ça a été une catastrophe, évidemment, parce qu'on n'apprend pas l'anglais en 24 heures. Mais on s'est dit, waouh, ça, c'est un mec qu'on veut vraiment. Et on s'est dit, il va déchirer. Donc, il y a quand même une sorte de trait commun quand on recrute, quoi. Oui, donc c'est avoir vraiment toujours pensé à cette idée d'avoir une team de fous,
pendant qu'on recrute en fait. Ouais. En fait, c'est plutôt de se dire, on va pas regarder, enfin, on va regarder ce que la personne a fait, ce qu'elle sait faire. Ouais. Mais c'est surtout, est-ce qu'on sent qu'on va pouvoir se marrer et que, enfin, on est vraiment en train de construire un truc d'énorme. C'est ce qu'on pense tous. Alors, il y a Ouais. tout le monde qui vont dire ça, mais on y croit vraiment tout le temps et on cherche des gens qui vont adhérer à ça. Et donc, ils vont se dépasser indépendamment de ce qu'ils ont fait avant ou ce qui, sur le papier, ils pourraient faire quoi. D'accord, ok. On va passer un peu à toi personnellement, avant Aircall, ton parcours. Donc si tu peux nous dire un peu d'où tu viens, l'entrepreneuriat, quand est-ce que ça t'est venu, et un peu tout ça quoi. Ok. Bon, je suis assez vieux comme entrepreneur. Hein. J'ai 39 ans, donc je m'y suis mis un peu sur le tard. Et j'ai un parcours en fait très classique. J'ai fait une école de commerce. Et puis ensuite, j'ai fait du conseil en strat pendant 7 ans. Et après, je suis allé diriger des petites boîtes, enfin, de 200 personnes quand même, donc, enfin, des PME. D'accord. Mais dans un secteur qui n'avait rien à voir, dans l'acier. Ouais. Et Bon. c'est des boîtes que tu avais créées ou Non, t'étais non, pas juste du tout. Non, j'étais Ok. dans une multinationale qui s'appelait ArcelorMittal, enfin qui s'appelle toujours Oui. ArcelorMittal. Bien sûr. Et donc voilà, donc c'est manager une unité, quoi. Pas D'accord. des usines, des choses comme ça. Ouais. Et puis à un moment, j'en ai eu marre. Enfin, pour le coup, ma dernière expérience, c'était vraiment, il fallait sauver une boîte qui était en faillite. Donc ça a été vraiment chaud. C'est le moment de la crise des D'accord. subprimes, etc. Ouais. Et puis vraiment, je me dis, ok, en fait, il faut vraiment que je crée ma boîte parce que ça va pas, quoi. C'était trop lourd, etc. Et donc, ça m'est venu comme ça, quoi. Et c'était direct Aircall, c'était la première boîte de je vais créer ma boîte Alors, perso. en fait, Aircall a été créé au sein d'un startup studio qui s'appelle eFounders, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est assez connu à Paris. Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'un des fondateurs d'eFounders est un très bon pote à moi que j'ai connu au BCG, enfin dans une boîte de conseil en strat, en 99, donc il y a vraiment longtemps. Et quand j'ai commencé à chercher mon projet, j'avais différentes pistes, mais j'ai reconnecté avec lui. Et lui et son associé s'étaient déjà dit, mais tout ce qui est gérer les appels de téléphone, c'est pas possible de pas avoir un système qui soit hyper simple, quoi. Comme Gmail, comme Slack, un truc comme Dropbox, quoi. Ouais. Et donc, et moi, en fait, j'avais fait énormément de télécom en strat, enfin dans mon cabinet de conseil en strat. D'accord. Ouais. Et donc j'ai vachement accroché Donc, avec tu cette savais, idée-là. ouais. Ouais, exactement. Et notamment, nous on est construit avec des opérateurs, enfin il y a quand même une partie infrastructure Ouais. que je connaissais assez bien. Et donc ça avait beaucoup de sens, quoi. Ouais. Donc tu connaissais le problème et quand eux sont venus vers toi avec le même problème, tu t'es dit Ouais, c'est exactement. ça que. Et alors après, moi dans mon job d'avant, en plus, j'avais le problème classique du cadre qui dit, voilà, je traîne mes 2 téléphones, j'ai mon iPhone que j'adore, j'ai mon BlackBerry tout pourri de la boîte. Et on s'est dit, mais ça n'a aucun sens, quoi. Pourquoi on a 2 appareils différents? Pourquoi il n'y a pas juste une app? Ce que j'ai maintenant, j'ai une app Aircall, et c'est tous mes calls pro, ils sont là. Moi, je bosse de 9h à 23h. Je veux pas être dérangé ailleurs de ça, et voilà, quoi. Et c'est Ouais. plus simple, quoi. Donc c'était vraiment être d'accord sur le problème. Ouais, exactement. Ok. Ça résonnait, quoi. Ok. On va peut-être prendre des questions du public. Oui, vas-y. Enfin, quand je dis qu'on s'inspire de Slack, on s'est pas dit on va prendre Slack et l'appliquer au téléphone, en fait. Je pense que c'est assez. Enfin, le sujet de ta boîte ou de ma boîte, je veux dire, ça n'a rien à voir avec avec l'expérience d'avant. Moi, ça résonnait un petit peu, pas avec tellement ce que j'avais fait quand je faisais du conseil, mais après quand j'étais cadre, quoi, enfin, chez ArcelorMittal, ça résonnait un petit peu. Mais j'aurais très bien pu faire quelque chose de complètement différent, quoi. C'est vrai que je connaissais un peu le secteur, j'aime bien les télécoms et tout ça, et surtout je me suis dit, en fait, il y a un, voilà, enfin, j'ai un peu fait mon analyse type BCG. Je me suis dit, en fait, c'est juste le bon moment de lancer ce genre de boîte, parce qu'au niveau des infrastructures, on commence à avoir des infrastructures IP qui sont assez fiables, en fait, donc qui sont au moins, enfin, même plus fiables que Skype, etc. Donc on peut fournir un service entreprise. Ça devient très simple de le coder, le bureau disparaît, les gens bossent de n'importe où, la collaboration arrive, et c'est là qu'il y a un lien avec Slack. Il y a besoin de collaborer, et sur les appels, c'est compliqué, quoi. Quelqu'un me laisse un message, comment je peux transférer ce message facilement à quelqu'un d'autre pour lui dire, il faut que tu t'en occupes. Et donc, il y a une série de tendances. Et donc là, j'ai fait un peu mon analyse de consultant, en me disant, waouh, maintenant, il y a un truc énorme à faire, quoi. Mais sinon, pour moi, il n'y a pas un lien direct entre ce que j'utilisais avant et ce que je lance maintenant, quoi.
Yes. Quand tu as commencé, est-ce que tu avais des compétences en développement et en code ou pas du tout? Et sinon, comment est-ce que tu as constitué l'équipe? Comment ça s'est fait en fait? Okay, alors, j'ai aucune compétence en code. Vraiment, vraiment rien. En fait, quand j'étais dans mon école de commerce, j'étais dans la science informatique, c'était en 96, quoi. Et donc, j'avais codé 2-3 trucs, mais basiques, quoi. Genre un site de covoiturage. C'est une école qui a joué en Josas, qui est perdue au fond de la campagne, donc j'avais pas de voiture et j'allais en vélo, c'était compliqué. Mais ça n'a pas du tout marché d'ailleurs. Mais donc je connaissais pratiquement rien, j'avais une petite familiarité, quoi. Parce que j'avais fait des sites web pour des boîtes à l'époque, je gagnais ma vie comme ça, quoi. Et ensuite, alors ce qui était rigolo, c'est que quand on a lancé Aircall, je me suis dit ouais, j'ai envie d'apprendre à coder. En fait, j'avais envie d'apprendre à coder pour comprendre les problématiques des développeurs. Et pourquoi est-ce que cette feature qui a l'air super simple, il faut 3 semaines pour la faire, quoi. C'est pas normal, c'est juste un bouton. Et en fait, comprendre que ouais, mais ça traverse la stack, c'est compliqué, etc. Et donc c'était le moment de lancement de Swift. Et je me suis dit bon, Swift, c'est nouveau, personne ne connaît, on est au même pied d'égalité, je vais me mettre dessus, comme ça je vais pouvoir rivaliser avec les devs, quoi. Et en fait, pas du tout, évidemment. Mais donc, j'ai codé une pauvre app qui permet de calculer le pourboire qu'on doit laisser. Donc, en gros, tu rentres un montant après ton resto et ça te rajoute 15, 20 ou 25%. C'est donc une opération assez simple, en fait. Mais c'était assez intéressant. Et donc, mais rien que ça, en fait, je pense que je comprends un tout petit peu mieux, parce que j'ai en GitHub ensuite, etc. Je comprends un tout petit peu mieux ce qui va pas être simple, et donc qui a l'air simple d'un point de vue user, mais en fait qui va pas être simple. Il y a un truc dont je voudrais parler qu'on a fait la semaine dernière pour la première fois et qu'on refera, que je vous conseille de faire si vous avez l'occasion de monter une boîte, parce que c'était vraiment top. On a fait le Switch Day. On s'est dit tiens, on va faire un jour dans l'année où les devs se mettent à parler aux clients et les business codent. Et on fait ça une journée, juste pour se rendre compte en fait de ce que font les autres. Et en fait, on a vraiment on a un esprit d'équipe de ouf, quoi. Vraiment de ouf, quoi. C'est que les devs comprennent très bien qu'il faut on doit faire notre croissance toutes les semaines, on doit faire entre 5 et 10% et toutes les semaines. Et qu'ils sont là aussi pour aider, quoi. Ça ne dépend pas que des business. Et on s'est dit comme ça, ils vont mieux comprendre pourquoi les démos ça dure des heures, le support ça prend des heures, etc. Et vice versa, quoi. Les business vont comprendre ce que c'est que de coder. Et donc, c'était d'ailleurs vachement intéressant. Et d'ailleurs, un des devs a signé son premier client, là. Donc il a fait une démo à un client, c'était mardi dernier. Et hop, le mec a payé et tout. Donc, il est super fier aussi, quoi. Donc ça, ce genre de truc, c'est vraiment bien, quoi. Enfin, ça aide vraiment à ce que tout le monde comprenne que, allez, on tire tous dans le même sens, quoi. Et ensuite, tu avais une autre partie dans ta question, c'était l'histoire. On a une histoire assez mouvementée, en fait. Je vais essayer de pas être trop long, mais donc on a créé la boîte au sein d'eFounders. Et pour être très transparent, au départ, moi j'avais un associé, en fait. Le principe d'eFounders, c'est allez, on réunit un CEO, un CTO. Moi j'étais CEO et puis j'avais un CTO. Et donc on a commencé à coder le produit, etc. Et puis il y a un moment où ça l'a pas fait. Donc en fait le CTO, entre guillemets, s'est retiré du projet. Enfin, se sortir du projet. Et là c'était un peu compliqué parce qu'on avait une toute petite team très très junior. Et donc on a vraiment galéré pendant 6 mois parce que on n'avait pas de produit, pratiquement pas de clients, ça marchait vraiment pas, quoi. Ça marchait vraiment pas, quoi. Et donc c'était un peu compliqué. Et ensuite j'ai essayé de trouver un autre CTO, ça n'a pas marché non plus. Et en fait, à un moment, je me suis dit, bon, en fait, la boîte, elle existe déjà, je ne peux plus retrouver un cofondateur. Et les personnes les plus engagées dans la team, c'était les 2 devs qu'on avait à l'époque et un commercial, on va dire, un sales. Et finalement, je me suis dit, à nous 4, ça va être nous les fondateurs, quoi. Donc en fait, ils ont pris des parts dans l'entreprise. Et donc aujourd'hui, on n'a pas de CTO, on a un back-end, un front-end qui travaillent en binôme mais qui s'entendent super bien, donc ça c'est cool. Un sales, entre guillemets, sales marketing, qui est un gros hacker de malade, enfin un vendeur de malade, donc c'est cool, parce que moi c'est pas trop mon truc, enfin, je suis pas hyper vendeur. Hein. Et donc voilà. Et donc ça s'est passé comme ça, et ce qui a été assez déterminant, c'est qu'à ce moment-là, hop, on a réussi à lever un petit peu d'argent, parce qu'on avait vraiment plus de cash du tout, quoi. Après, on a été pris à 500 startups, donc on est parti 4 mois à SF, et là, ça nous a soudés comme jamais, parce qu'on a bossé comme incroyable, et puis on a changé le produit, quoi, en 4 mois. Et on s'est rendu compte en même temps que on avait embauché quelques stagiaires très très jeunes, qui étaient restés à Paris, qui se sont débrouillés, mais merveilleusement bien, sans nous. Et on s'est dit, ouais, on a déjà une team canon. Et donc voilà, quoi. Et donc l'histoire s'est fait comme ça, quoi. Et puis après, on a agrégé un peu des gens, quoi.
J'ai une question. J'ai le micro en fait, ici. Je me permets. Dommage. Juste après. Une question justement sur eFounders, parce qu'on entend des choses un peu mitigées sur les Startup Labs en général. Qu'est-ce que ça vous a apporté, si ça vous a apporté quelque chose? Il y a plusieurs choses. Enfin, moi, honnêtement, j'y connaissais rien au web, mais rien du tout. Donc déjà, j'ai commencé à bosser avec c'est Thibaut Elzière qui l'a fondé, et surtout lui qui bosse sur le lancement des projets, et il m'a appris énormément, quoi. Ne serait-ce que m'occuper un produit, enfin des choses comme ça, quoi, raisonner, hein, pas Scrum, enfin un petit peu quand même, quoi. Se mettre en logique. Moi, j'avais jamais fait des projets où toutes les semaines on fait un point et toutes les semaines on fait de la croissance et comme ça, quand on se fait des sprints et tout. Moi, j'ai une grosse boîte, on raisonne à 3 mois, quoi, minimum. Euh, et alors, ils ont apporté un peu d'aide là-dessus, mais l'aide la plus déterminante, ça a été quand mon associé prévu au départ a choisi de sortir du projet. Parce que là, honnêtement, j'aurais été tout seul, j'aurais probablement abandonné, quoi. Vraiment, enfin, c'était trop dur, j'avais plus rien, le produit marchait pas. Qu'est-ce que tu veux faire? T'as pas de cash, tu te dis, c'est bon, c'est fini, quoi. Et en fait, eux m'ont dit, non, non, mais attends, ça va bien se passer, quoi. On regarde après. Donc pendant 3 mois, au pire, tu seras là, on va t'aider, on va te mettre 2-3 ressources. T'es pas tout seul. Et ça m'a vraiment aidé à m'accrocher. Vraiment aidé. Et donc, alors d'un certain côté, c'est eux qui nous avaient réunis. Donc c'est la force et la faiblesse. Ils avaient pris 2 personnes qui ne se connaissaient pas. Et ça marche, la chimie marche ou marche pas. Il y a une boîte qui a été lancée en même temps que nous qui s'appelle Front, qui est assez connue parce qu'elle est hyper successful. Et eux, ça a super bien marché. Tant mieux. Et c'est des cadors, quoi. C'est vraiment des cadors. Nous, ça n'a pas marché. C'est le risque un peu avec eFounders, mais d'un autre côté, quand ça arrive, ils sont là, quoi. Et encore maintenant, ils ont resté là très très longtemps, etc., quoi. Et donc moi, je suis plutôt, enfin, je suis de ce point de vue-là, c'est hyper positif, quoi, parce que la boîte n'existerait juste pas, quoi, sans ça. D'un autre côté, c'est vrai qu'il y a un risque, évidemment, quoi. On n'est pas au départ, on n'est pas des potes qu'on se connaît depuis 5 ans, on se respecte, on sait qui est bon à faire quoi, etc., quoi. Donc, t'as passé le micro, c'est bon? Ouais. Bien joué. Bonsoir. L'incubateur aux États-Unis, ça vous a apporté quoi? Parce que du coup, il y a un startup studio plus un incubateur. On peut penser a priori que c'est un peu le même. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas un incubateur, en fait, c'est un accélérateur qu'on a fait aux États-Unis. C'est-à-dire que le Startup Studio, il nous a incubé au sens où on n'avait rien, puis on a commencé à coder de zéro, et à faire un produit, et à trouver les 100 premiers clients. Ça, c'est vraiment l'incubation, voir si ça tient vaguement la route, quoi. L'accélérateur, c'est plutôt, tu arrives avec un rythme, enfin, tu arrives avec 300 clients, et tu veux ressortir avec, je sais pas, le double, le triple, quoi. Donc, c'est un peu différent, quoi. C'est-à-dire que typiquement, 500 startups, c'est pas un truc que tu veux faire si tu démarres de rien, quoi. Si tu dis, bon, bah, j'ai même pas de produit, mais je vais réfléchir au produit. Il faut le faire quand tu as déjà un peu de trucs et que tu veux juste apprendre à aller plus vite. Et en fait, il y a plusieurs choses. En fait, on était pris à plusieurs accélérateurs. Et peut-être, y compris d'ailleurs un accélérateur qui est plus connu ou plus renommé, qui s'appelle AngelPad, qui est très très sélectif, etc. Mais on l'a pris celui-là parce qu'on s'est dit, moi c'était le moment où je me suis dit, voilà, la team d'Aircall, ça sera 4 personnes au départ. Les 4 que j'ai dit. Et il faut qu'on se soude, parce que moi j'étais là depuis fin 2013, mais les autres étaient arrivés plus tard, etc. Et ils étaient arrivés en tant qu'employés au départ en privé. Donc il faut qu'on vive un truc unique ensemble. Et là, comme ça, on aura le ciment pour l'avenir. Après, on peut tout défoncer pendant 5 à 10 ans, parce et on se connaîtra, etc. On va vivre ensemble. Et donc 500 Startups, c'est un endroit sympa, parce que ça dure 4 mois. Il y a un coworking. On était à SF, donc vraiment en plein dans la tech, donc le marché le plus exigeant, etc. Et c'est ça que ça nous a apporté, en fait. C'est qu'on s'est connus, on s'est vus morts bourrés. On était à TechCrunch Disrupt, on a eu la chance de passer là, la soirée était folle après, et donc ça crée des liens, etc. On a bossé, mais de manière insane, quoi, vraiment insane. Et j'ai fait du conseil en strat avant, donc j'avais déjà bossé pas mal, quoi. Mais insane. Les 2 premiers mois, c'était indécent. C'est-à-dire 7 jours sur 7, 8h minuit. C'est-à-dire qu'on se levait dans le lit, toc, allez, on commence, limite. Et d'ailleurs, on était cramés, en fait, c'était presque une erreur, parce qu'au bout de 2 mois, on n'en pouvait plus, en fait. Vraiment, on n'en pouvait plus, quoi. Et on commençait à se prendre des week-ends, parce que c'était plus possible, quoi. Mais par contre, ces 2 mois-là, ça a été ouf, quoi. Vraiment, ça a été ouf, quoi. Et donc, en fait, on a créé ce truc-là, quoi. Et cet esprit un petit peu, enfin, on est un peu des, entre guillemets, on est un peu des losers, quoi. On est un peu une boîte qui est dans la douleur, quoi. Et en fait, on s'est dit, mais en fait, s'il y a un point commun, c'est qu'on n'abandonnera jamais. Jamais. Donc, on n'est pas les plus malins, on n'est pas les... Voilà, on a plein de difficultés, on a eu un mal de chien à lever de l'argent, enfin, etc., etc. Mais jamais on n'abandonnera, parce qu'on est sur un truc énorme et parce que ça nous plaît, etc. Et on a vraiment créé cet état d'esprit, cette culture à ce moment-là, quoi. Et l'autre truc que ça nous a beaucoup apporté, c'est le focus, en fait. C'est que c'est un accélérateur qui te dit, mon gars, c'est ce qu'il appelle le one metric that matters. Donc, on va suivre un seul truc. Et
toutes les semaines, ce truc-là doit s'améliorer. Donc nous, c'était le MRR, donc les revenus. Et toutes les semaines, les gars, il faut faire 10% de croissance. Ça fait beaucoup. Enfin, on n'était pas beaucoup, on était à 10 000 $ de revenus. Mais 10%, ça veut dire que ça fait à peu près 45% par mois, et tous les mois. Et donc, ça veut dire que tu doubles à peu près tous les 2 mois. Et donc, et ça, c'était très bien, parce qu'en fait, tu dis, OK, on oublie plein d'autres trucs. Ce qu'on veut, c'est qu'il faut qu'il y ait le chiffre. Et si le vendredi, il n'y a pas le chiffre, bah, le samedi, on fera le chiffre, et le dimanche, on fera le chiffre, et jusqu'à minuit, quoi. Mais ça, c'est pas le rôle de eFounders de mettre la pression sur des. Si, eFounders le fait un peu. Et ils le font bien d'ailleurs. Maintenant, un accélérateur comme ça, c'est autre chose aussi, quoi. Les mecs, voilà, on est à SF, où tout est possible, et donc tu as moins de barrières, quoi. Enfin, je sais pas, on allait rentrer aller voir, on a signé Uber à ce moment-là, etc. Et on rentrait voir des clients, on dit juste, OK, Postmates, c'est une grosse boîte un peu que de delivery. Et ben, ils sont en face de nous, on va rentrer, quoi, avec des sushis, en disant qui veut des sushis, juste pour les connaître, parce qu'ils nous répondent pas. Et donc tu vas plus vite, enfin, tu es plus ambitieux qu'en fait, tu vois. Et puis ils ont plus d'expérience aussi. Enfin, une startup, c'est je sais pas, 150 boîtes par an. Enfin, il y a quand même des mecs, il y a des cadors, tu vois. On a vu Sean Ellis, on a vu des mecs vraiment bien qui te donnent vraiment des bons conseils, quoi. Donc tu recommandes de passer. Parce qu'il y a aussi un peu un biais, c'est que présenter des. Alors, Startup Studio, vous l'avez eu directement parce que c'est eux qui ont lancé la boîte. Mais passer du temps à faire des dossiers pour entrer dans des accélérateurs, choper des subventions, enfin, tout ça c'est consommateur de temps qui est du temps qui n'est pas consacré sur le business. Pour en très early stage, on peut se dire légitimement, ok, les fondateurs, enfin le startup eFounder aurait pu vous dire, bon écoutez, arrêtez de passer votre temps à remplir des dossiers et puis concentrez-vous sur le business au lieu de. Tu vois ce que je veux dire Ouais, alors, un accélérateur, ça prend pas. Je pousse un peu le trait, mais. Ouais, un accélérateur, ça prend pas de temps. Hein, parce que, tu fais une vidéo de 3 minutes, tu remplis un dossier, c'est pas très très long. Limite, même dans leur cas, c'est Angel List, quoi. Tu mets ton adresse Angel List de la boîte et puis ils voient un peu les trucs, quoi. Donc si tu as un compte Angel List, c'est déjà rempli, quoi. Donc c'est pas très très long. Ça, c'est pas très très long. Ce qui est plus long, c'est les trucs de BPI, enfin, je sais pas quoi, enfin, les subventions, etc. Ce qu'on n'a pas fait nous. Mais en fait, nous, on est une boîte américaine au départ, on l'a créée aux États-Unis en se disant on va faire un truc énorme, donc on va déjà se créer aux États-Unis, quoi. Ce qui était un peu basique, quoi. Mais bon, finalement, c'était une bonne idée puisque quand on est allé dans l'accélérateur, on n'a pas eu besoin de faire de flip, quoi. Mais donc, en fait, ça vaut le coup, ça prend pas beaucoup de temps, etc. Après, c'est un investissement. Enfin, moi, j'ai 3 enfants, j'ai quand même laissé mes 3 gamins, ma femme, pendant 4 mois. Ouais. C'est un investissement personnel assez sévère, quoi. Parce que c'est ASF, tu peux pas revenir. Je suis revenu une fois au bout de 2 mois, quoi, pour des questions de visa. Mais donc voilà. Mais là où ça a du sens de le faire, enfin, et j'ai vu pas mal de boîtes qui étaient avec nous, mais dans leur cas, ça n'avait pas de sens. C'est-à-dire qu'il faut pas le faire trop tôt. Il ne faut pas le faire trop tard non plus. C'est-à-dire qu'il faut le faire comme nous on l'a fait. C'est-à-dire que tu as un peu des revenus, tu as des clients, tu as un peu ta hustle, ta croissance comme ça, mais tu as besoin un peu de gens qui vont te challenger, etc. Si tu le fais trop tôt, il y avait des boîtes en même temps que nous, ils n'avaient pas trop de produits, ils ne savaient pas trop comment, enfin, à qui ils voulaient vendre, etc. Et bon, c'est toujours bien, mais c'est presque plus l'accélération, quoi. T'as pas encore démarré, donc il vaut mieux que tu aies démarré. Passe la première, ils vont t'aider à passer la seconde, quoi. Et je dis pas que ça se justifie pour toutes les boîtes. Dans notre cas, nous, le marché américain est beaucoup plus concurrentiel, donc on voulait vraiment comprendre ce marché-là, plus vivre une expérience d'équipe unique, quoi. Et effectivement, on l'a compris, quoi. On s'est pris des vents, mais par tous les gros clients US, mais tous. Et on s'est dit, mais en fait, on a un produit qui est bien pour l'Europe, qui est vraiment cool, mais pour les US, on est nowhere. Mais au moins, on a une roadmap en entrant qui est hyper carrée, quoi. On sait exactement ce qu'on doit faire. Donc, de ce point de vue-là, c'était utile, quoi. C'est une longue réponse, désolé. Un peu un follow-up justement sur ce point-là. Donc pendant ton temps en accélérateur, c'était 100% concentré sur la partie vente, où vous avez fait un peu de produit, parce que tu disais, à la fin de la semaine, vous vouliez faire 10% de plus de vente, et tu parles de roadmap. Donc est-ce que le produit finalement il est resté identique, et c'est pour ça que tu dis qu'il faut arriver avec quelque chose de suffisamment mature, ou vous l'avez quand même fait vachement évoluer pendant ce temps? Non, on l'a fait vachement évoluer. Mais en fait, ton produit, c'est ta croissance aussi, quoi, quand même, globalement. Donc, en améliorant ton produit, soit tu améliores l'expérience utilisateur, la rétention, tout ce que tu veux. Et nous, dans notre cas, on arrive avec un produit qui est un produit de téléphone, quoi. En gros, tu achètes ton numéro, tu dis je renvoie sur 3 mobiles, c'est cool. Et en fait, le gros step qu'on a fait, qui a changé notre vie, c'est qu'on s'est intégré au CRM. Donc maintenant, tu t'installes Aircall dans Salesforce, dans Zendesk, dans Pipedrive, dans ce que tu veux. Et ça, donc c'est un changement du produit, quoi. C'est-à-dire que ton app Aircall, elle est plus standalone. Et ça t'apporte un trafic naturel. C'est que les gens, ils installent Zendesk, ils disent bon, maintenant, ça serait cool d'avoir les appels. Tiens, je vais aller sur Marketplace, comme ils sont un peu bêtes, ils classent par ordre alphabétique, bim, Aircall.
Le mec essaye, ok, en 2 clics. Ah oui, c'est cool. Quand un call arrive, ça m'ouvre la fiche du client, ça me met l'enregistrement du call. Ah, sympa. Et donc ça a vachement changé le produit, quoi. Ça, plus le fait qu'effectivement, on a itéré comme des malades sur... dès qu'il y a un client qui nous disait non, on dirait, mais moi, ça me plaît, mais là, deal breaker, vous n'avez pas tel feature. On dit, bon, ok, on se la fait dans la semaine, quoi. Allez, on y va. Et puis c'était comme ça. Merci. Oui, donc en fait, c'était pour revenir par rapport au début, ce que tu as dit, par rapport au recrutement, tu as dit aujourd'hui vous êtes genre une quinzaine, et dans quelques mois tu prévois une trentaine, donc c'est carrément doubler l'effectif, donc je pense que c'est pour pallier le succès du produit par rapport au marché. Et en fait, moi, comme tu as beaucoup insisté sur l'esprit de team, c'était un tel recrutement, doubler ses effectifs comme ça, est-ce que justement Aircall va basculer sur un recrutement plus classique? Et aussi une deuxième partie de question, c'était la part technique par rapport à la part commerciale sur ce recrutement à venir, quoi, en fait. Je vais te répondre. Juste quand tu dis recrutement plus classique, ça veut dire quoi par rapport à... Moins on focus sur ce que tu disais, un peu du bouche à oreille, quoi, c'est-à-dire ouvrir le champ du recrutement, quoi. Bon, déjà c'est pas tant que ça. Enfin, quand tu réfléchis, c'est pas tant que ça. Enfin, 15 à 30, ça double. Ça fait une personne par semaine, quoi. Donc c'est pas non plus énorme. On n'a pas, enfin, peut-être je me suis mal exprimé. On recrute pas trop par bouche à oreille. Hein. On met des postes, on met des jobs, etc. Par contre, c'est vrai qu'on va assez vite sur les recrutements. Du genre, on a vu quelqu'un hier en entretien. John l'a vu, enfin Jonathan, mon associé. Il m'a dit, oh, il a l'air topissime, viens le voir. J'étais là, hop, je l'ai vu une demi-heure et le mec avait son accord dans la foulée, quoi. Et il commence lundi parce que je lui ai dit, bon, allez, carte le vendredi, mais sinon il était prêt à démarrer maintenant, quoi. Donc, et je pense qu'on gardera un peu ce truc-là, quoi. C'est quand on sent qu'il y a un fit et qu'il veut se défoncer, on y va, quoi. Après, non, sinon on passe par des canaux classiques, on promeut le truc, etc. Et donc, notamment, on cherche back-end, DevOps. Et donc voilà, et le mix, en fait, pour répondre à l'autre partie de ta question, dis-moi si j'ai oublié quelque chose. En gros, c'est moitié-moitié tech et business, quoi. On a, en gros, sur l'ensemble de la boîte, quoi. Ouais, de la boîte. En fait, on veut d'abord monter la tech. Et donc, de fait, on a embauché pas mal de tech, mais par contre, on est sur des technos assez pointus aussi, quoi. Donc, on veut des gens qui sont relativement expérimentés, parce qu'on n'a pas trop le temps de les onboarder, etc. Et puis, on est sur de l'AngularJS, bon, du Ruby, ça c'est plus classique, du WebRTC, bon, mais au moins la partie JS est peut-être un petit peu avancée, entre guillemets. Donc voilà, donc là, ça c'est la moitié de la team. Et sur la partie sales, c'était moins prioritaire, parce qu'en fait, le produit étant self-service se vend pas un peu tout seul, quoi. Maintenant, on s'est rendu compte que le potentiel est énorme, quoi. Et on manque juste de gens, quoi. Parce qu'on n'a pas assez de gens pour faire des démos, on n'a pas assez de gens pour aller cibler les clients anglais, les clients allemands. Enfin, parce qu'on a des clients partout dans le monde, quoi. Vraiment partout dans le monde. Donc on peut attaquer le Brésil, l'Australie. Et donc finalement, on s'est retrouvé à embaucher des gens aussi sur la partie business, quoi. Ça allait comme réponse? Et alors, juste pour compléter la question, est-ce que tu as prévu des trucs pour maintenir cette cohésion de fou, comme tu dis? Parce que autant à 15, on peut imaginer quelques bonnes soirées, quelques trucs, même quand on passe à 30 et puis après à 60, etc., ça devient quand même de plus en plus compliqué. Tu as prévu t'as des méthodos ou des consultants ou des trucs, la réalité, c'est que j'en sais rien. Non, j'en sais rien. C'est juste que, ce que je sais, c'est que j'ai sûrement envie de dédier une partie énorme de mon attention à ça. Parce que ce que tu dis pourrait être vrai quand on est passé de 4 à 15. On peut dire, ok, on est 4, mais on était 4 à SF, évidemment qu'il y a un esprit. Et en fait, l'esprit qui nous lie tous les 4, c'est l'esprit qui nous lie tous les 15. Différemment, évidemment, parce qu'il y a des gens qui sont arrivés il y a une semaine, quoi. Mais c'est à peu près le même esprit, quoi. Et je vois ça parce que, voilà, on se fait une soirée hier soir, et il n'y a pas un mec qui part. On part tous ensemble à 5h du mat, relax. Et voilà, et parce qu'il y a une envie et tout le monde s'est hyper bien amusé, quoi. Et toutes les déj qu'on fait, les dîners qu'on fait, tout le monde s'amuse vraiment, quoi. Et donc en théorie, il ne faut pas se mettre une barrière. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas 100 demain et qu'il y ait le même état d'esprit. Je pense qu'il y a peut-être en tout cas, les erreurs que je vois que je peux faire, c'est de vouloir être plus relax sur les embauches. Enfin, plus dire, allez, on a besoin de croître, on va prendre
celui-là, parce que c'est un super bon codeur. Ouais, il a pas l'air très sympa, mais c'est pas grave, il fait le taf, quoi. Et je pense que c'est un truc, on a une tentation, parce qu'on a besoin d'aller vite, on a des investisseurs, et les mecs disent, bon allez, il faut y aller, quoi. Et nous-mêmes, on a envie d'aller vite, quoi. Donc on résiste à ça. On a, bon, c'est live streamé, mais bon, on a des discussions internes un peu que je vais dire, mais on s'est rendu compte, par exemple, qu'on avait embauché pratiquement que des mecs. Et on s'est dit, bah, quand on était 4, bon, 4 mecs, bon, certes, mais on avait deux stagiaires, entre guillemets, filles, qu'on considère comme des employés, quoi, full-time. Et on s'est dit, bah, là, ça allait. Puis là, en fait, bah, maintenant, les deux, bah, sauf qu'on est 15, mais sauf qu'on est 13 et 2, quoi. Et puis une qui est stagiaire qui repart dans ses études, quoi. Et on se dit, merde, mais là, en fait, on crée une sorte de déséquilibre. Et ça va nuire à l'ambiance. Et en fait, et donc c'est typiquement un truc, je m'en suis même pas rendu compte, quoi. Je l'ai réalisé cette semaine, vraiment. Et possible parce qu'on en a parlé, etc. Et c'est typiquement un truc où je me dis, ok, c'est dans mes objectifs numéro, pas un, mais un des premiers objectifs, c'est on veut trouver des femmes. Bon, c'est bête, mais on veut trouver des femmes, quoi. Non, parce que sinon il y a une ambiance de mecs, quoi, et ça craint un peu, quoi. Et c'est pas agréable pour les femmes qui sont là. C'est peut-être, j'espère que je dis pas de choses choquantes, mais en fait on s'est dit, mais il n'y a pas de raison, on est une start-up. Il n'y a aucune raison qu'on ait le schéma traditionnel d'une boîte avec malheureusement 80% de mecs, tous à des postes de management, et les femmes qui sont au RH, dans des postes plus subalternes. Et on s'est dit, mais en fait, putain, ça risque de nous arriver, quoi. Et on va se retrouver à avoir l'office manager, qui est une femme, et le customer support, et peut-être une ou deux femmes à des postes un peu importants. Et on veut vraiment éviter ça, quoi. Et moi j'ai vraiment envie de faire genre de la discrimination positive, en disant, il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas ça, nous prendra peut-être un peu plus de temps de trouver une personne top, mais plutôt que de prendre un mec tout de suite qui est top, on va dire, ben, donnons-nous plus de temps pour éviter justement d'avoir... Pardon ? Il y a des femmes top aussi. Oui, c'est ça. Mais elles sont ça prend peut-être plus de temps à trouver. Enfin, en fait, quand on analysait ça hier, on se disait, mais l'essentiel des candidats qu'on reçoit, c'est des hommes. Pourquoi ? Alors oui, dans le téléphone, c'est vrai que c'est B2B, c'est peut-être pas très sexy, j'en sais rien. Il y a plein de raisons, quoi. Mais donc, la responsabilité, elle est partagée au sens, nous, on n'a pas 50-50 de candidats, par exemple. Et en même temps, on n'y a pas prêté assez attention, quoi. Bon, c'est qu'un exemple. Pour répondre à ta question, on a déjà fait des off-sites, et on va en refaire un max, qu'on soit 15, 50 ou 3000. Des off-sites, c'est une semaine ensemble, on bosse, mais dans un endroit sympa, et on bosse et on fait la fête le soir, quoi. Et c'est ce que j'allais dire, c'est comme ça que tu crées la cohésion. Ça c'est cool. Il y a aussi, il y a pas un certain nombre de petits points. Je sais pas, je peux juste dire ce que je fais, quoi. Mais ce que je fais, c'est donc toutes les semaines on partage un mail avec tout le monde, et ça je le ferai tout le temps, en disant voilà les résultats, quoi. Voilà les chiffres, voilà la croissance, voilà le nombre de clients, voilà le churn, et voilà qui fait quoi. Les devs ils font ça, les techs ils font ça, et les ops, enfin sujets généraux, on fait ça. Et ça c'est genre vachement important. Tout le monde sait à tout moment, et on a dans la Slack room tous les matins on a le MRR, quoi. Et ça c'est notre métrique, quoi. Ce truc-là doit monter de 5 à 10% toutes les semaines. Et ça doit monter. Et si c'est pas monté le vendredi soir, ben ça continue. Et donc et même les devs comprennent très bien ça. Même l'équipe dev comprend très bien qu'on a un problème. Si on fait une semaine sans croissance, ça ne nous est pas arrivé, mais si jamais ça arrive, on a un problème, quoi. Donc je pense qu'il y a beaucoup de communication et voilà, ce genre de choses aussi, de switch day, enfin on essaiera de faire des choses comme ça, quoi. Donc il faut célébrer vachement, en fait. Il faut vraiment célébrer. C'est vraiment un état d'esprit qu'on a appris à 500 et qu'on partage vraiment. Il faut tout célébrer. Il faut se faire plaisir. Voilà, on s'était dit, on a fait un truc, il y a un truc incroyable. Par exemple, on s'était dit, voilà, on doit faire $60 000 de revenus à fin décembre. D'accord ? On va faire ça. Bon, je donne des chiffres un peu internes, mais mettons. Et donc plus 30% sur le mois, super. Et il fallait y arriver, quoi. Et vous allez me croire, vous n'allez pas me croire. On est arrivé à 60 000 pile le 31 décembre à 18h30. Non mais et on voyait le truc et toute la team. Moi pour le coup j'étais en vacances entre guillemets, mais j'étais pas sur place. Après les mecs m'ont dit mais même les devs ils poussaient le business, c'est-à-dire faut y aller. On en a un dans la team qui est juif, donc lui Noël pas son truc. Il s'est pris tous les clients dans la semaine. Les mecs disaient ouais, je vais signer début janvier. Non, tu signes maintenant parce que sinon je peux plus te faire le deal là. Je te fais 20% de discount sur le mois qui vient. Et on a vrai et authentique 60 000 pile la target, quoi. Et on avait fait d'ailleurs ce qu'on fait, ce qui est pas mal aussi. Enfin c'était une expérience. On avait fait un objectif de team, un bonus de team, quoi, en disant la team business aura un bonus si on tape les 60 000 et la team dev aura des nouveaux Mac. Parce que jusqu'à maintenant on utilisait les Mac des gens. On disait, tu viens avec ton Mac ou ton PC et on dit allez on va quand même bon. Et donc des petites choses comme ça en fait, de partager les rewards. Je fais des super longues réponses, il faut me couper, hein, sinon je fais...
Ce qui m'intéresse un peu, c'est au niveau de la genèse de la boîte. Au tout départ, quand tu t'es associé avec les personnes, tu as dit que tu avais un certain nombre de déboires avec des CTO, puis effectivement, tu as identifié 2 devs qui ont fait le job, quoi, et après tu t'es dit, je vais m'associer avec eux. J'aimerais bien savoir un peu par quelles étapes tu es passé dans ta tête pour te dire que voilà, finalement, des gens qui étaient salariés, c'est ça, les 2 devs qui étaient... Tout le monde était salarié, sauf moi, quoi. Ok. Donc, comment tu te dis que ça va faire des bons associés? Parce qu'on sait, on sait les déboires pour trouver des bons associés. Comment ça tu vois ce que je veux dire? Pour assurer la pérennité de la boîte, c'est pas une décision facile à prendre, quoi. Qu'est-ce qui fait avec le recul aujourd'hui, tu te dis, bon voilà, ça c'était des bons associés? En fait, alors, le truc c'est que chacun, ils sont 3 en fait, hein, 2 devs et un sales, on va dire, sales marketing, growth. Donc ils étaient là quand même depuis quelques mois. Donc tu connais beaucoup mieux quelqu'un que tu vois bosser, quoi. Et ce qui est sûr, c'est qu'ils étaient hyper impliqués. D'ailleurs, vraiment hyper impliqués, quoi. Vraiment. Donc ça, tu sens ce truc, tu dis, ok, les mecs qui sont là, parce que nous on a fait quand même un service où ça doit marcher, quoi. Enfin là on fait un de nos clients, c'est Deliveroo, je sais pas si vous connaissez Deliveroo, un truc qui est juste en train d'exploser, mais il faut que ça marche, quoi. Il est hors de question que si t'as pas ta livraison, que ça marche pas. Donc ça nous est arrivé de nous lever à 3h du mat, toc toc toc, il y a un problème, il faut le régler tout de suite, et hop, on fixe la base de données, je sais pas quoi. Et eux étaient là, quoi. Eux le faisaient vraiment, quoi. Donc ça, tu le sens bien. Et en fait, je me suis dit, mais finalement, eux, ils sont dans le produit, ils l'ont codé, ils ont vécu déjà une partie des choses, et ils sont hyper impliqués. Alors, moi, le risque, ce qui m'a fait un peu hésiter, à la limite, c'est qu'ils étaient très juniors. Ils sont très juniors, ils sortaient de l'école. Un qui était qu'on avait pris en stage, qu'on avait embauché ensuite. Un qui sortait de l'école. Et Jonathan qui avait un peu d'expérience, quoi, mais qui était assez junior, quoi. Pas forcément le profil, en tout cas niveau tech, CTO. Et en fait, c'est un peu notre culture aussi, c'est de dire, mais on va pas prendre quelqu'un qui sur le papier, youpi, il a fait, je sais pas quoi, l'X, et il a fait 5 ans de développement chez je sais pas qui. On va plutôt prendre quelqu'un qui est peut-être plus junior, mais que je connais, que je vois qui a envie, et qui est là, quoi. Et en plus qui est bon. Et donc c'était un peu le... En fait, j'ai pas hésité, en fait, parce que je le sentais bien, quoi. À un moment, tu sens avec tes tripes, parce que j'avais eu des expériences où sur le papier, j'avais pris des gens, c'était bien, etc. Et là, je me suis dit, non, mais oublions le papier. Et, tu vois, est-ce qu'on s'entend bien? Est-ce qu'on se fait confiance, etc. Et oui, donc voilà. Mais c'est vrai que l'expérience 500 Startup a quand même été assez déterminante. Même eux ont changé, quoi. Ils sont passés vraiment d'un mode où, ça leur a pris un peu de temps de dire, en fait, ouais, je suis plus juste là à faire ce qu'on me dit, mais à dire, c'est moi qui prends la décision. Et donc ça a beaucoup aidé de vivre ensemble, etc. Pendant 4 mois. Yes. Comment ça a articulé la relation avec le Startup Studio et jusqu'où ils t'ont accompagné? En fait, ils continuent encore, parce qu'on est encore dans leur bureau. Donc, ils continuent à accompagner. Donc, en fait, le principe de Defender, c'est qu'au début, ils sont très interventionnistes, parce qu'ils aident beaucoup à définir le produit, la cible, etc. Ils mettent pas mal de ressources à disposition pour faire des tests de canaux marketing, etc. Et moi, il y a eu un moment où ils se sont retirés complètement. Et puis moi, j'avais pris en main le truc. Au bout de quelques mois, ils ont dit, ok, écoute, tu gères ton truc, et puis maintenant, on est là à ta disposition, quoi. Et ils se sont beaucoup retirés, sauf sur quelques aspects où j'avais personne, par exemple le design. Donc ils ont une équipe de design qui est vraiment canon, quoi. Et donc voilà. Et puis au fur et à mesure du temps, et notamment quand on est parti aux États-Unis, là ils sont passés en mode plus investisseur. Donc ils se sont mis en disant, voilà, on est là pour t'aider, tous les mois on fait un point. Ils continuent à recevoir toutes les semaines l'update des chiffres, et ça leur va bien. Mais ils ne le demandent pas non plus, enfin ils sont, voilà, et je trouve que c'est bien qu'ils l'aient. Et maintenant c'est extrêmement light, quoi. Donc, mais il y a vraiment un moment, en fait, il y a vraiment 3 à 6 mois, ils sont très interventionnistes, puis à un moment, si la team, ou si le CEO ou le CEO CTO fonctionne bien, ils disent, ok, maintenant c'est ta vie, quoi. Tu vis ta vie, tu trouves tes financements, etc., quoi. C'est que vraiment quand la team trouve ses premiers financements, ce qui nous est arrivé en début 2015, que là ils se disent, bon ben voilà, le truc peut vivre un peu, on passe à autre chose, quoi. Ça va okay. Yes. Tu as parlé dans ton équipe des sales.
des techs. T'as pas parlé d'équipe produit. Est-ce que vous en avez une ou est-ce que le produit c'est toi? Et si vous en avez une, comment est-ce qu'il fonctionne? Ouais, on embauche. En fait, le produit, c'est beaucoup moi. En fait, au début, justement, donc Thibaut Elzière a beaucoup aidé à caler les grands concepts du produit, quoi. Donc le Person Defenders, quoi. Parce qu'il est vraiment très très bon là-dedans. Donc ça, on a vécu un peu là-dessus. Et puis ensuite, c'est moi qui le fais. Et là, on arrive à un moment où justement, c'est un peu de la limite, au sens où j'ai plus trop le temps de faire les specs proprement. Il y a énormément de choses sur le produit. Puis maintenant, on commence à avoir une team on va avoir, je sais pas, 8-10 devs. Ça va y aller, quoi. Et donc il faut passer, c'est un job à temps plein, quoi, de prioriser les choses, prioriser les demandes clients, etc. Et donc c'est pour ça qu'on va avoir besoin de quelqu'un, je pense, assez vite. Mais néanmoins c'est un job qui me fait hyper peur, en fait. Bon, déjà j'y suis attaché parce que c'est hyper agréable d'être sur le produit. Et surtout on a une vision qui est, en tout cas, comment dire, la grosse erreur qu'on peut faire, c'est de rendre notre produit complexe. Notre produit hyper simple, il va rester hyper simple. Il sera toujours self-service. Et n'importe quelle personne dans la rue doit pouvoir s'inscrire et commencer à l'utiliser. C'est ça qu'on veut, quoi. Mais on commence à rajouter des fonctionnalités de malade, quoi. Des trucs d'une complexité de malade. Donc comment est-ce qu'on arrive à absorber la complexité? Et donc j'ai du mal à lâcher un peu ce truc-là parce que moi je sais vraiment où je veux aller. Et enfin, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut que toutes les boîtes du monde nous utilisent, quoi. Donc on peut aller dans plein de directions, quoi. On peut aller dans une direction call center, une direction PBX, enfin il y a plein de trucs. Mais néanmoins, sous 3-6 mois, c'est sûr qu'on aura besoin de quelqu'un, mais je vais être hyper sélectif sur le produit parce que c'est quelqu'un, si ça marche pas, ça va mettre un bazar de malade, quoi. Donc ce sera quelqu'un qui, alors lui pour le coup, il risque de faire 15 entretiens, quoi. Il va rencontrer toute la team tech, et puis après toute la team dev, et puis moi 12 fois, quoi. Enfin, ça sera lui ou elle. Et donc voilà, quoi. Mais on va se taper ça. Super. Ben, on est tombé à court de temps. Par contre, on va passer à l'apéro, parce que ça s'appelle talk, mais aussi apéro talk. Donc vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions un peu one-on-one. Merci beaucoup d'être venu et merci beaucoup pour tes réponses. Merci à vous d'avoir participé, c'était super. Et puis voilà, je t'invite à aller prendre une bière. Génial. Merci à vous.